Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal. C'est ton prof, c'est ton cours éthique et professionnalisme. Comment ça va cette semaine? Comment ça va toi? Bienvenue à notre rencontre, notre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café. J'ai un café ici. Tu vas entendre des petits sips de temps en temps. Puis on va regarder ensemble le module 10 cette semaine. Avant que j'entame tout ça, un petit mot de remerciement, je dirais aux auditeurs de ce podcast qui ne sont pas inscrits au cours. Parce que là, je reçois des commentaires, puis il y en a qui m'écrivent, qui sont même pas inscrits au cours, puis qui me parlent des indices. Mais là, vous n'êtes pas inscrits au cours, donc vous n'avez pas besoin de m'envoyer les indices. Puis les stades de fréquentation du podcast sont suffisamment bien comblés comme ça, là. Donc, content de vous savoir, mais à l'écoute. Mais en même temps, n'oubliez pas que ce podcast-là s'adresse plus particulièrement à mes étudiants, mes très chers étudiants. Donc, salut à toi aussi, mais surtout, salut à mes étudiants qui écoutent ce podcast. Là où ils sont, il y en a qui m'écrivent d'un peu partout maintenant au Québec, sont en stage, sont dans leur lieu de travail, m'écrivent sur l'heure du midi, commentent. Content de vous savoir tous et toutes au rendez-vous. OK, module 10 cette semaine. On va sauter tout de suite dans le cœur du sujet parce que c'est un beau sujet que je vous ai réservé cette semaine. On va sauter dans les forces psychosociales. Donc, ça, c'est notre aventure cette semaine. Regardez un petit peu comment votre psyché fonctionne, comment notre psyché fonctionne. On va regarder deux forces agissantes sur notre psyché. La force d'autorité, donc la force exercée par l'autorité sur toi, sur tes collègues, ou la force que tu exerceras peut-être lorsque tu auras force d'autorité. La deuxième, c'est la force exercée par le nombre. Donc, la force exercée par tes collègues, tes semblables, tes proches sur toi. Premier sujet, c'est notre rapport à l'autorité. Tu sais un peu ce à quoi je pense lorsque je parle d'autorité, soumission à l'autorité, contestation, un patron. Je pense que la question que vous pouvez vous demander, c'est à quoi ça peut ressembler déjà l'autorité dans l'exercice de ta profession. Puis quel est ton rapport à l'autorité? Quel est ton rapport à l'autorité et à quoi ressemblera-t-il ton rapport à l'autorité dans l'exercice de ta profession? Le deuxième sujet, c'est le rapport aux autres, donc à tes semblables. Comment tu te comportes avec tes semblables? As-tu tendance à te confondre ou te fondre au groupe ou à contester l'opinion groupale, à faire comme tout le monde ou à contester ce que tout le monde fait? Est-ce que tu es capable de résister à la pression du nombre, du groupe, de la majorité? Deux belles fragilités, deux belles failles qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Notre rapport à l'autorité et notre rapport au groupe. Deux belles failles qui s'inscrivent dans la suite de failles des failles humaines que je vous avais promis. Rappelez-vous, c'était en début de session. Je vous avais promis je vous en avais promis 5 failles humaines. Tiens, je me permets de les rappeler. La première, c'est notre tendance à surestimer notre propre intégrité morale. Rappelez-vous, c'était au module 3. Puis notre tendance là, à prendre des risques parce qu'on justement, peut-être des risques inutiles parce qu'on se surestime, on surestime aussi notre groupe. La deuxième faille, c'est le fait que vous avez déjà triché. Rappelez-vous la démonstration. Vous trichez pour de bonnes et moins bonnes raisons. Puis la démonstration, c'était de vous montrer que vous risquez de le faire et de le refaire pour les mêmes raisons, parce que les raisons et causes seront les mêmes dans l'exercice de votre profession. La troisième, rappelez-vous, c'était au module 9, c'est notre dernier module. La faille que nous avons abordée, c'est le fait que ton jugement est biaisé, rappelez-vous.
Ton jugement peut être trompé, influencé lorsque tes propres intérêts personnels sont concernés. Et tu as tendance à privilégier tes intérêts personnels ou les intérêts de tes proches. Cette passion-là là, pour les intérêts, tes propres intérêts et les intérêts de vos proches, ça se fait au détriment, du moins c'était notre démonstration, au détriment d'autres intérêts. La plupart du temps, des intérêts qui sont ciblés ici, c'est des intérêts promus par votre profession, la santé, la sécurité publique, le bien commun, paix sociale, justice, tous et toutes ces belles valeurs sacrifiées en cas de conflit d'intérêts, lorsqu'on décide de sacrifier tout ça, puis on privilégie l'intérêt personnel, ou lorsque c'est en tension, bien, cette tension, nous l'avons désignée conflit d'intérêts. Dans ce module 10, 2 nouvelles failles. Je le disais plus tôt, notre tendance à nous plier à l'autorité. Tu fais ce que le patron te demande. Et la dernière faille, tu adoptes généralement les comportements de tes collègues. Et là, tu adoptes les comportements de tes collègues et tu fais ce que ton patron te dit de faire, peu importe quelles sont tes valeurs. Je pense que c'est ça qui est important de bien cerner. Là. On a de belles intentions, de belles valeurs. On a chacun son petit code moral, son éducation morale, mais à la fin, généralement, dans la population, notre tendance, c'est de nous conformer. Et nous conformer à quoi? À l'autorité qui est en place ou au comportement de nos collègues. Et ultimement, je dirais qu'à la fin du cours, là, donc le cours éthique et professionnalisme, là, à la fin, ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire, c'est reconnaître ces failles. Hein? Si je vous les explique, si je prends le temps de vous partager ces réflexions, ces textes, puis la rigueur que je consacre là, pour essayer de vous faire ces démonstrations, c'est à la fin, je souhaite qu'au moins vous reconnaissiez l'existence de ces failles, de nos propres failles, de tes propres failles, puis que tu puisses contribuer à la recherche de solutions, que ce soit des solutions personnelles ou organisationnelles, là, donc des pistes de solutions pour qu'éventuellement tu puisses exercer ta profession, puis que tes semblables puissent exercer leur profession en restant honnêtes, intègres, responsables, malgré ces failles. Je vous conseille donc de consulter l'enregistrement de cours. Évidemment, c'est toujours la même formule, là. Le lundi, j'enregistre mon podcast. Le mardi, le module ouvre. Vous écoutez le podcast, bien, bravo, mais c'est pas suffisant. Il faut sauter aussi dans le contenu de cours, les textes, l'enregistrement de cours. Les 2 derniers modules, là, j'ai mis mes enregistrements sur YouTube. Je pense que ça peut... Puis à l'avenir, je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Là, pour vous, j'ai vu qu'il y avait des sous-titres. Je parle vite, j'ai un accent. Puis je me dis, si on est plus ou moins à l'aise avec le français, parce qu'il y en a dans ce cours-ci, là, où c'est pas leur langue maternelle ou leur première langue, ben ça peut aider d'avoir les sous-titres. Puis je dirais que si c'est votre langue maternelle, ça peut vous aider aussi les sous-titres. Donc ça, c'est ce qui est intéressant là, quand on s'intéresse à la pédagogie inclusive, là. Ces sous-titres-là aident les personnes qui ne maîtrisent pas la langue et aident même les personnes qui maîtrisent déjà la langue. D'où l'idée de partager ça là, via YouTube afin que vous puissiez mettre les sous-titres. Voilà les traits de ce module 10, pression d'autorité, pression de groupe. Ce sont les 2 thèmes que j'aimerais aborder avec vous. Commençons par la soumission à l'autorité. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. La soumission à l'autorité. Le patron. Hein, il y a différentes formes d'autorité autour de vous, mais je dirais que le patron, ce sera peut-être l'archétype de la forme archétypale. Ce sera notre préféré, en tout cas aujourd'hui dans cette démonstration. Mais il y a d'autres formes d'autorité. Le droit, la morale, ça exerce une certaine forme d'autorité sur vous.
le marché, l'économie, quoi d'autre, une prescription de la santé publique ou quelqu'un de la santé publique qui vous dit de faire une chose, vous avez vu que ça pouvait exercer une certaine forme d'autorité puis que ça une certaine forme d'influence. Le système professionnel, le code des professions ou une personne en position de pouvoir, un prof. Ben oui, un prof, il y a une position d'autorité, un parent. Donc, pour bien articuler ou réfléchir à votre rapport à l'autorité, je pense que ce serait utile pour vous que vous ayez en tête au moins l'une de ces formes d'autorité en tête. Ton rapport à l'autorité, c'est notre premier thème. Peut-être quelques questions, tiens, pour mettre ton esprit en mode réflexif. C'est quoi ton rapport à l'autorité? Est-ce que tu as tendance à te soumettre à l'autorité? Es-tu capable de défier l'autorité? Hein? C'est quand la dernière fois que tu as dit non à un parent, à un patron, que tu as dit non, c'est pas vrai, je le ferai pas? Quand, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il existe de bonnes raisons de te soumettre à l'autorité? Puis, est-ce qu'il existe de moins bonnes raisons de te soumettre à l'autorité? Est-ce que c'est parfois nécessaire de contester l'autorité? Parce que dans ta profession, tu devras servir parfois l'autorité en place, mais parfois, ce qui est attendu, c'est de poser un geste qui, dans certaines circonstances, certains contextes, un geste qui serait nécessaire, ou ce serait nécessaire de exercer une certaine forme de liberté, rester autonome, malgré les pressions d'autorité en place. Et pourquoi faire? Mais pour défendre le public, pour défendre d'autres valeurs. La valeur de soumission à l'autorité, on en convient, ça fait partie, on l'a vu dans le module sur le conflit de loyauté, mais parfois nécessaire de poser un geste pour contester l'autorité en place. Et il faut se préparer. Hein, bientôt dans votre carrière, oui, vous aurez un patron, vous serez soumis à différentes formes d'autorité. Mais qui sait si un jour, ce ne sera pas nécessaire de dire non. Donc, il faut déjà commencer à y penser un peu. Vous irez voir l'enregistrement de cours, l'expérience pédagogique que j'ai préparée en classe pour illustrer tout ça. Ce sont les expériences de Milgram. Vous connaissez sûrement les expériences de Milgram, mais en même temps, c'est intéressant de les revisiter. En fait, si vous ne les connaissez pas, pour vous, ce sera fascinant de voir ça. C'est quand même des expériences qui sont vraiment spectaculaires. Mais pour vous, si vous les connaissez déjà, ce sera intéressant d'y replonger avec votre tête d'adulte maintenant, là, de futur professionnel, puis revisiter ces expériences choquantes, sans mauvais jeu de mots. Donc, les expériences de Milgram, c'est quelque chose de complètement spectaculaire. Milgram, rappelez-vous, il aimait... le but de ces expériences, c'était de nous montrer nos contradictions entre ce qu'on dit entre ce qu'on dit qu'on ferait puis ce qu'on fait, c'est pas exactement la même chose. Donc, on aimerait poser des gestes. Mais ça ne veut pas dire que les gestes qu'on va poser sont exactement les gestes que vous devriez poser. Parfois, on fait juste faire le geste qu'on nous demande de poser. Et parfois, ce geste s'inscrit en contradiction avec ce qu'on pense, sinon nos propres valeurs. Et Milgram, lui, voulait tester ça. Vous dites que vous ne feriez pas ça, mais en même temps, on va voir si c'est vrai. C'est comme si Milgram nous disait... tu dis que tu sais nager, mais on va voir. Donc, il vous lance à l'eau, puis là, il dit nage. Hein? Tu ne demandes pas à la personne si elle sait nager. Tu penses que ce serait sa façon de voir la philosophie morale. Là. Tu ne demandes pas à quelqu'un si elle sait nager, tu la lances à l'eau, puis tu dis nage. Tu lui demandes pas quelles sont ses valeurs. Tu la mets devant une situation devant laquelle elle doit faire un choix difficile puis qui va actualiser ses propres valeurs, puis on regarde effectivement ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va contredire ses propres valeurs ou est-ce qu'elle va les défendre? C'était le
le but ultime de Milgram avec ses expériences, c'était un peu tout ça. Puis vous allez voir dans les expériences, ce qui est examiné, c'est notre capacité humaine à nous soumettre à l'autorité. Peu importe ce qui est exigé par la forme d'autorité en question. Vous allez voir, les résultats des expériences de Milgram sont troublants. En chiffres, là, c'est impressionnant. C'est-à-dire que 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi. N'importe quoi si une personne en position d'autorité leur demande de le faire. N'importe quoi. Y compris, dans les expériences de Milgram, c'est ça, là, y compris faire souffrir une autre personne. 2 sur 3. 2 sur 3, là, c'est 66,6%. 2 sur 3. Et curieusement, c'est 2 sur 3, c'est à peu près la proportion d'étudiants qui n'ont jamais écouté mes podcasts. 1 sur 3 n'a jamais écouté les podcasts. 2 sur 3 écoutent les podcasts. Donc, c'est la même proportion. Donc, 2 sur 3 sont prêts à faire n'importe quoi. Peut-être que c'est vous. Si vous écoutez les podcasts, vous êtes 2 sur 3, c'est 66%, 67% de mon cours, et ça donne bien, c'est un hasard, c'est la même proportion de personnes qui sont prêts à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de le faire. Hein? Ou c'est une fausse causalité. Je pense qu'on est plus dans cet ordre-là. Mais le chiffre à retenir, c'est ça. Hein? C'est quand même 2 personnes sur 3. 2 personnes sur 3 sont soumises à l'autorité à n'importe quel prix, je dirais. Faites-vous partie de ces 2 personnes sur 3 qui sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de le faire. Y compris faire souffrir une personne. Là, vous allez voir les images dans l'enregistrement de cours. Là, c'est assez fou voir des personnes faire souffrir d'autres personnes. Et pourquoi? Parce que la personne en autorité leur demande de le faire. Milgram essaie de voir si on sait nager. Il nous lance à l'eau, puis il nous dit « nage ». Et là, ici, c'est l'allégorie de la formation morale. Je dirais qu'en matière de soumission à l'autorité, désolé, mais on a plusieurs d'entre nous qui vont se noyer, là. Donc, 2 sur 3, si une personne te dit, une personne en position d'autorité te dit de poser un geste, tu vas le faire. 2 sur 3. Et ça, c'est un constat inquiétant, au moins inquiétant, navrant peut-être, parce que vous allez exercer une profession. Vous l'avez vu dans le module sur le conflit de loyauté, il y a tout un appareillage qui est là pour vous permettre de contester l'autorité en place, donc la jurisprudence, la loi, la doctrine est là en soutien pour vous. Il y a un système professionnel qui est là pour que les professionnels puissent avoir suffisamment de pouvoir pour parfois, dans certains contextes, lorsque c'est nécessaire, contester l'autorité patronale. Et ce qu'on voit, c'est que 2 personnes sur 3 ne vont pas la contester, même lorsqu'ils devraient le faire. Et là, je le sais, tu m'écoutes, puis je parle, puis tu te dis, moi, j'en ai pas de problème. Moi, je suis capable d'être résistant, puis de contester l'autorité en place. Moi, je sais nager, mais malgré tout, sachez-le, il y a un grand pourcentage d'entre vous qui a tort. C'est-à-dire que je suis sûr que 100% d'entre vous, vous dites, pas moi. Moi, je suis capable de contester l'autorité. Mais les stats, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une bonne partie d'entre vous, sur ces 100%, qui ont tort parce que c'est 2 personnes sur 3. Donc ça ne changera pas. Là. Peu importe ce que vous pensez, 2 personnes sur 3 vont se soumettre à l'autorité. Du moins, c'est ce que Milgram nous raconte. Et une très faible partie restera insoumise. On souhaite faire partie de ce pourcentage d'insoumis, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dans l'enregistrement de cours, puis je me permets de le rementionner ici en podcast, vous le savez, ce module, ça aborde la soumission à l'autorité, mais indirectement, une question que je veux que vous ayez là aussi en tête, c'est pas seulement la soumission à l'autorité, mais l'exercice de l'autorité aussi. Hein, c'est-à-dire que bientôt,
vous aussi. Les professionnels, là, c'est pas rare de les voir éventuellement eux-mêmes devenir patrons ou directeurs ou être en position d'autorité. Donc, plusieurs d'entre vous, logiquement, éventuellement, là, comblerez des postes où vous exercerez une certaine forme d'autorité. Et donc, vous aurez le devoir d'exercer ce nouveau pouvoir, le pouvoir d'autorité, et de façon responsable. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, mais le pouvoir d'autorité, il est là. Puis, je vais le dire tiens, lentement là, pour que vous puissiez apprécier tous les sous-entendus de ce que je vais dire. Les personnes qui sont sous votre autorité, ils vont exécuter très majoritairement tout ce que vous leur demandez de faire. Tout, y compris ce que vous ne leur demandez pas de faire explicitement, tout ce qui vous plaît et tout ce qui semble vous plaire. Donc, tout ce que vous exigez et tout ce que vous semblez exiger dans vos comportements ou vos agissements. Et ils vont s'y soumettre en contredisant parfois même leurs propres valeurs, leurs propres idéaux, et j'ajouterais parfois leurs propres désirs. Si vous voyez ce que je veux dire. L'exercice d'autorité. Donc, la soumission d'autorité, c'est là. Ça fait partie du module, mais gardez en tête aussi l'exercice de l'autorité. Un pouvoir que vous devrez éventuellement exercer avec, là aussi, grande sagesse, respect et prudence. Nice job breaking it, Hero. OK, deuxième partie dans ce module, c'est la pression de groupe. Et dans cette partie du module, on va explorer une deuxième faille humaine, notre tendance à faire comme tout le monde, à faire comme les autres, notre tendance à nous conformer au comportement attendu du groupe, à nous fondre au groupe. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des autres. Ça fait partie du savoir admis, on a besoin de leur assentiment, leur appui, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui fait ce que nous sommes, un être social. C'est bien, c'est ce qu'on est. Or, cette force sociale, elle peut là aussi poser problème. Hein? Pas dans n'importe quel contexte, mais dans des contextes où on vous demande justement, parfois, de rester à l'écart des autres, de ne pas nécessairement vous conformer à l'opinion majoritaire ou l'opinion exercée par le nombre. Parfois, on vous demandera, dans l'exercice de votre rôle, d'être capable de contester la force du groupe, d'un groupe. Puis toi, comment tu gères ça, la pression de groupe? Est-ce que comment tu réagis là, avec tes amis, tes collègues de travail, tes collègues à l'école? Est-ce que tu fais comme tout le monde? Est-ce que tu contestes parfois ce que tes collègues ont comme comportement? Peut-être sur les réseaux sociaux, mais oui, comportement groupaux, il faut penser aussi aux réseaux sociaux, là. Est-ce que tu dis comme tout le monde? Est-ce que tu fais comme tout le monde? Est-ce que tu te tais lorsque tu as l'impression que la majorité pense d'une certaine façon? Est-ce que tu te tais lorsque tu te penses d'une autre façon, mais que tu as compris que la majorité ne pense pas exactement comme toi? Es-tu capable de défier ce genre de consensus? Est-ce que tu serais capable de défier là, sur un groupe de passionnés là, sur Facebook là, qui part dans une direction? Est-ce que tu serais capable? Comment tu t'y prendrais? Si tu te rends compte que le groupe se trompe, comment tu ferais pour les convaincre? Est-ce que c'est seulement possible de le faire? Hein, aller sur n'importe quel groupe des groupes sur Facebook, en tout cas, c'est moins populaire, mais je me rappelle que moi non plus, je fréquente moins ça, là, mais des groupes Facebook là, de passionnés de n'importe quoi, là, de plantes, de chats, de soccer, on a les mêmes dynamiques de groupe, puis tout à coup, ça dérape, le groupe part dans une direction, puis si quelqu'un décide de faire mention que le groupe se trompe, aïe aïe, faites attention à vous, parce que vous allez voir qu'on va vous remettre à l'ordre. Pourtant, ça va faire partie de vos défis concrets là, qui vont
qui vous attendent dans l'exercice de votre profession. Être capable de contredire le groupe, être capable d'avoir une opinion ou un jugement qui diffère un peu du consensus, être capable de prendre une distance critique par rapport à l'opinion majoritaire, groupale, ce qu'on va appeler dans l'enregistrement de cours la pensée de groupe. Dans l'enregistrement de cours, donc dans cette partie du module 10, on va explorer la pensée de groupe. La pensée de groupe, je la définis pour vous, là, ce sera notre tendance humaine qui tend à faire en sorte qu'on a tendance à se fondre au groupe, au consensus, notre tendance à nous cacher derrière la force du groupe. Peu importe ce que fait ce groupe, peu importe ce qu'il dit. Hein, on se cache, on se fond, on fait partie du groupe, puis tranquillement, notre identité se fond à celle du groupe, puis ça nous permet de peut-être cacher nos désaccords. Et cette réflexion, je disais, elle est importante parce que dans l'exercice de votre profession, vous devrez contester parfois le groupe, les opinions majoritaires, et pour défendre quoi? Pour défendre les fins, les valeurs, les visées qui n'en ont rien à faire du nombre ou de l'opinion majoritaire. La science, par exemple. La science n'en a rien à faire que la majorité pense que la Terre est plate. Sur ce groupe, la Terre ne l'est pas. Puis, il y a plusieurs façons de le démontrer. Donc, les faits, les lois n'en ont rien à faire de l'opinion majoritaire. Même si la majorité réussissait à vous convaincre sur un site que tel geste est illégal ou légal, ben, si vous vous référez à la loi, vous allez le savoir si c'est légal ou pas. Puis si vous allez devant un juge et que vous vous dites comme défense, ben, mon groupe disait que c'était correct, ça ne marchera pas parce que les lois n'en ont rien à faire de l'opinion majoritaire. Les normes, la raison. Hein, la raison ne se range pas toujours derrière la majorité, le nombre. Vous pouvez être autour d'une table de discussion, vous êtes 8 à discuter, puis vous pouvez avoir les arguments les plus rationnels, puis les 7 autres peuvent se tromper. C'est possible, ça. Le groupe pour lequel vous donnez toute votre passion, ça se peut que son raisonnement ou ses dernières décisions ne s'appuient pas sur la raison, ne s'appuient pas sur les faits, soit illégales. Puis ça se peut très bien que la majorité décide d'aller dans une direction. Et dans certains cas, votre rôle, ça va être de dire non. Ben non. Désolé, la science, les faits, la loi, les normes me disent le contraire, puis je vais défendre ça. La science, c'est peut-être le meilleur exemple. Les faits, les normes, c'est pas conçu en fonction de la majorité. La logique, la raison, la science, la rigueur, tout ça peut nous permettre de s'opposer au consensus, à la majorité, à la force du nombre. Pour illustrer cette pensée de groupe en classe, dans l'enregistrement de cours, on va explorer les travaux d'Irving Janis. Janis, il a étudié nos comportements groupaux. Il a recensé toutes sortes de petits défauts, des petits problèmes qui, lorsque c'est cumulé, lorsqu'on a des dynamiques de groupe, il y a plusieurs problèmes qui peuvent être détectés, qui peuvent se cumuler, puis l'accumulation de ces petits problèmes peuvent mener à des décisions catastrophiques. Ça, c'est les travaux d'Irving Janis. Pour lui, il a identifié, on va les voir en classe, 8 symptômes de la pensée de groupe. Janis nous dit, faites attention, dans une dynamique de groupe, j'ai identifié 8 problèmes, 8 symptômes, 8 indices qui sont là, et une fois qu'ils sont détectés, là, c'est des petits drapeaux rouges. Puis lorsqu'on les accumule, là, ces drapeaux rouges, ça nous indique que notre décision risque d'être catastrophique, que notre dynamique de groupe, elle est viciée. Puis tiens, je me permets de vous décrire déjà les 8 symptômes. Puis vous les réviserez aussi dans l'enregistrement de cours. Je vais les expliquer différemment, là, mais pour vous, ça vous fera déjà une première exploration. Janis nous dit, attention, lorsque vous avez des décisions en groupe,
Le premier problème que vous allez rencontrer, de façon générale, c'est la surestimation du groupe. Lui aussi il mentionne. Pas juste la surestimation individuelle, ça on en a parlé au module 3, mais le groupe aussi se surestime. Et ce faisant, il y a deux symptômes que Janice va associer à cette surestimation. L'illusion d'invulnérabilité, c'est-à-dire que le groupe a tendance à croire que son groupe a moins de chances de se tromper qu'un autre groupe. Ça, c'est intéressant, là. Parce qu'un groupe est un groupe, parce qu'une décision, vous êtes sur le CA, le CA finit par avoir confiance en ses propres décisions. Pourquoi? Parce qu'elles sont prises au sein de ce groupe, puis que votre groupe est donc bien bon, puis est donc meilleur que les autres groupes. Ça, c'est le premier. Le premier symptôme, c'est l'illusion des vulnérabilités. Le deuxième, c'est la croyance en la moralité inhérente du groupe. Ce qu'il veut dire ici, c'est que au sein d'un groupe, on a tendance à croire que notre groupe, il est plus moral que les autres. C'est-à-dire que sa conception du bien, elle est supérieure à celle des autres. Ici, il faut penser au débat politique. Là. Pensez à n'importe quel débat politique. Regardez sur le site d'un groupe qui est en soutien avec un parti politique. Si vous regardez, je sais pas, les débats les républicains puis les démocrates aux États-Unis, là, on regarde les deux groupes aller. Là. Les débats entre ces deux groupes se font rarement, mais ce qu'on voit, c'est qu'au cœur de ces différents groupes, ils sont tous convaincus d'avoir raison. Ils sont tous convaincus d'être au service du bien commun, mais que la conception du bien commun de l'autre groupe est dans le tort. Ça existe à plus petite échelle aussi dans des petits groupes. Si vous êtes au cœur d'une entreprise, les décisions se prennent à 10, vous prenez toujours les mêmes décisions, vous allez avoir tendance à penser que votre groupe est au service du bien et que les membres du groupe ont mieux compris ce qui est bien que des membres qui seraient à l'extérieur du groupe. Donc ça, c'est le deuxième symptôme, c'est la croyance en la moralité du groupe ou la moralité inhérente du groupe. Là, c'est le symptôme tel que formulé par Janice. Ça, c'est le premier problème, je dirais. C'est notre tendance à surestimer notre groupe. Le groupe se surestime. C'est le premier grand problème identifié par Janice. Il y a deux symptômes. Le deuxième problème, c'est la fermeture d'esprit. Janice nous dit, mais faites attention parce que dans un groupe, quand ça se met à aller mal, le groupe va se fermer aux idées externes. Il va mettre autour de lui des barrières qui vont le rendre de plus en plus étanche et résistant aux critiques externes. Pour lui, il y a deux symptômes. La rationalisation, ça c'est peut-être un anglicisme, là. C'est-à-dire que le groupe va déployer, va s'inventer des raisons. Rationalisation, c'est un peu ce que ça veut dire, là, s'inventer des raisons ou déployer des arguments qui ont l'apparence d'arguments rationnels, mais qui, pour n'importe quel esprit un peu plus aiguisé, là, rapidement, là, on va constater que les arguments sont fallacieux, sont faux, sont irrationnels, frauduleux. Ici, pour parler de rationalisation, là, il faut peut-être vous replonger dans vos cours de cégep, lorsque vous avez fait des cours de logique ou de... Peut-être que vous avez vu les sophismes ou les... Comment appelaient-ils ça, les garçons à la maison? Je pense que c'est les entraves au dialogue. Je pense que c'est comme ça qu'on les mentionne au cégep. Mais c'est des arguments qui ont l'apparence de la raison, mais qui, malgré leurs apparences, lorsqu'on les examine, ils sont loin d'être rigoureux. En classe, je vais vous en mentionner plusieurs exemples. L'argument le bandwagon, par exemple. Autour de vous, là, on pourrait, dans une discussion en petit groupe, quelqu'un vous dit tout le monde le fait, il y a sûrement une raison. Pourquoi tout le monde le fait? On ne peut pas se tromper si on fait ce que tout le monde fait. Oui, on peut se tromper. Ça n'a pas rapport. Donc, c'est ce genre d'arguments-là, là, on peut rapidement les démobiliser, les déconstruire. Je pense que ça fait partie
de votre rôle, si vous maîtrisez un peu plus la raison, les faits, d'argumenter des fausses corrélations ou des fausses causalités. Vous comprenez ce que c'est, ce qu'on tente de faire dire à des pourcentages, à des chiffres. Le moindrement qu'on maîtrise ça, on peut détecter là, ces arguments qui prennent l'apparence de la raison, mais qui ultimement ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est le premier symptôme identifié par Janice. Je disais qu'il y avait deux grands problèmes, là. Donc le groupe se surestime, le groupe se ferme, donc fermeture d'esprit. Puis le premier symptôme de cette fermeture d'esprit, c'est le processus de rationalisation. Je le disais, là, on s'invente des raisons, puis des raisons d'agir qui sont complètement irrationnelles, fallacieuses, frauduleuses. Le deuxième symptôme, on est toujours dans ce deuxième grand problème là, de la fermeture d'esprit. Le deuxième symptôme, c'est la fermeture aux idées externes. Ou les stéréotypes, c'est ce que Janice nous dit, là, le stéréotype à l'égard d'autrui. Ici, là, ce qu'il cible, c'est notre tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe et des défauts à ceux qui sont externes au groupe. Pensez peut-être à quel exemple que je pourrais vous donner. À tout le bien que vous dites de votre programme d'études en génie, puis à tout le mal que vous dites des autres champs d'études à l'université. Peut-être. Je sais qu'à mon époque, c'était ça, là. Mon Dieu, que mon bac, c'était le meilleur bac, puis les autres bacs sont pas aussi... C'est pas aussi le fun, c'est pas aussi rigoureux, c'est pas aussi difficile, et puis on se met à faire toutes sortes de... On donne des défauts aux autres, puis on s'attribue des qualités. Quel autre exemple? Le bac en génie à l'Université Laval. Ah mon Dieu, il est vraiment différent de celui de Sherbrooke. Vraiment, c'est si bon que ça là-bas ou c'est si bon que ça ici. Faut voir. Peut-être, mais sachez-le, on a tendance, c'est le deuxième symptôme, là, on a tendance à faire des stéréotypes à l'égard d'autrui, à donner des qualités au comportement de notre groupe, puis des défauts au comportement des autres groupes ou de membres qui seraient externes au groupe. Ça, c'est le deuxième problème. Donc, surestimation du groupe, c'était mon premier grand problème identifié par Janice. Fermeture d'esprit, c'est le deuxième problème. Et le troisième, c'est le cumul de tout ça, là. La boucle est partie, ça se met à tourner, puis ça va de plus en plus mal. Lui, il va identifier ce problème en le nommant le renforcement du conformisme. Il y a toutes sortes de processus qui sont à l'œuvre. Janice identifie 4 symptômes. L'autocensure, celui-là est passionnant. C'est-à-dire que les individus, vous l'avez peut-être déjà ressenti, là, les individus, puis les groupes d'individus ont tendance à se taire lorsqu'ils pensent dévier du consensus. Ça, c'est fort à voir. Vous allez voir dans l'enregistrement de cours, je vais vous présenter quelques vidéos, là, mais pensez peut-être à votre silence là, lorsque vous voyez des débats sur les réseaux sociaux déraper, des injures, puis vous auriez tendance à dire que les personnes se trompent, vous aimeriez ça intervenir, mais en même temps, vous avez peur de contester le consensus, puis de vous faire vous-même boulier. L'autocensure, ça existe à plus petite échelle dans n'importe quelle décision prise en groupe. Le fait qu'on décide de se taire. On décide de se taire quand on a l'impression que le groupe pense différemment de nous. Le deuxième symptôme, on est toujours dans ce troisième problème, pression directe. Ici, vous l'avez peut-être là aussi ressenti dans des groupes, c'est notre tendance à tenter de faire taire ceux qui dévient du consensus. Peut-être que c'est aussi ce rôle que vous jouez là, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, là. Peut-être que vous êtes la première personne à essayer de faire taire une personne qui dit légèrement le contraire de ce que le groupe pense. Penser peut-être plus sérieusement ou avec des conséquences plus dramatiques au sort qu'on réserve à l'endroit des whistleblowers. Hein? Connaissez-vous les whistleblowers? C'est les tireurs de sonnettes d'alarme, là. Ceux qui, dans les institutions, ceux qui se mettent à contester des pratiques adoptées par l'ensemble des membres, là.
Ceux qui vont dans les médias puis qui se mettent à dire « Ah, dans mon institution, mon organisation, c'est tout croche, ça ne devrait pas se faire comme ça. Il y a des gestes illégaux qui sont posés. » Puis là, on se met à partir seul contre tous, puis on tire la sonnette d'alarme. Il y a plusieurs exemples dans les médias, puis on les célèbre toujours. Mais rappelez-vous ce à quoi ça ressemble avant que ça devienne populaire, le sort que l'on réserve à ces personnes qui tirent la sonnette d'alarme, c'est pas beau. C'est pas beau le sort que l'on réserve à celles et ceux qui tentent, parfois pour de très bonnes raisons, de dire le contraire de ce que pense le groupe. Ceux qui décident courageusement de dénoncer une pratique illégale, problématique au sein d'un groupe. On aime les célébrer une fois qu'ils sont connus, mais lorsqu'ils sont moins connus dans leur milieu de travail, le sort qu'on réserve à ces personnes, c'est pas beau. On a plus tendance à leur dire de se taire. Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire lorsqu'une personne autour de toi va dire le contraire de ce que pense le groupe? Est-ce que tu vas le faire des gros soupirs en lui faisant comprendre qu'elle dérange? Ou est-ce que tu vas dire « Ah, non, c'est intéressant, c'est une opinion dissonante, intéressante, il faudrait au moins l'analyser, prendre le temps de la traiter avec rigueur et au besoin, on la tasse, cette opinion-là. Si elle manque de rigueur, si elle est fausse, mais en attendant, on va la traiter avec respect ou non. Tu vas t'arranger pour que la personne se taise. » Autre symptôme, on est toujours dans ce troisième grand problème, le renforcement du conformisme. L'autre symptôme identifié par Janice, c'est l'illusion d'unanimité. Ici, Janice nous dit, quand ça va bien mal, quand on a plusieurs drapeaux rouges de lever, quand il y a plusieurs drapeaux rouges de lever, ce que vous allez remarquer autour de vous, c'est une forme d'unanimité, mais qui n'est qu'illusoire. Vous allez avoir tendance à penser qu'il y a consensus. Vous allez penser que tout le monde pense à peu près de la même façon, mais il faut se rappeler les autres symptômes. Il y en a qui ont décidé de se taire. Il y en a qu'on a fait taire. Toi aussi, d'ailleurs, tu as décidé de te taire parce que tu avais compris que tu n'avais pas la majorité de ton bord. Alors, comment peux-tu conclure qu'il y a un consensus? Illusion d'unanimité, nous dit Janice. Et le dernier symptôme, uniformisation par les gardes de l'esprit. Là, ici, c'est Janice, son langage un peu cryptique, là, mais ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. C'est notre tendance à se créer des outils. Là, ici, c'est plus que des interventions. Là, c'est des outils systématiques, organisationnels, qui effacent les traces de contestation du consensus ou qui nous protègent même des opinions contraires. Puis même si cet article-là de Janice présenté en classe, ça a plus de 30 ans, cet article-là, c'est toujours aussi pertinent, même si vous tentez d'appliquer ça à ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment-là. Pensez aux algorithmes là, de Facebook, Instagram, TikTok. Ces algorithmes-là sont super bons pour nous donner ce qu'on aime ou ce qu'on regarde, ce qu'on partage, ce qu'on a regardé un peu trop longtemps, puis à nous protéger des opinions, des contenus qui pourraient nous déplaire. Puis ça aussi, on a ça dans les institutions, là. Donc, des outils organisationnels systémiques qui vont s'assurer que tout ce qui peut nuire au consensus soit tassé, qui va nous protéger même d'informations qui pourraient nuire au consensus, qui pourraient altérer ou nuire à la belle petite paix sociale que j'ai lorsque je fais. Hein, ça va donc bien là, dans mon dernier conseil d'administration. Là, tout le monde s'entend bien. Puis, ben, faites attention parce que peut-être autour de vous des gardes de l'esprit, si je prends l'expression de Janice, des personnes ou des outils ou des processus même qui vous protègent, comme une espèce de chambre d'écho ou de résonance, là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça existe aussi au niveau organisationnel.
une réunion syndicale, un groupe de travail, un conseil d'administration là, qui, autour de lui, là, des processus qui font en sorte qu'il y a de l'information qui circule rapidement vers ce conseil d'administration, puis il y a d'autres informations qui sont écartées parce qu'elles pourraient nuire au consensus, ou des personnes même qui sont tassées de ces lieux décisionnels parce qu'ils pourraient ou parce qu'elles pourraient déranger le consensus en place. C'est ce que ça veut dire. On est au dernier drapeau, là. Janice vous dit, ça va vraiment mal. Là, illusion d'unanimité, toutes sortes de personnes qui ont décidé de se taire ou qu'on s'est arrangé pour les faire taire, puis on a l'impression que ça va bien. Puis en plus, il y a des personnes, des outils, des instances qui nuisent, qui uniformisent plutôt les décisions, qu'ils protègent d'informations, d'agents qui pourraient nuire au consensus. Voilà les 8 symptômes de la pensée de groupe. C'est des travaux de Irving Janis. 3 grands problèmes: surestimation du groupe, fermeture d'esprit, renforcement du conformisme. Well done. Here come the test results. You are a horrible person. Voilà, ce sont nos deux principaux modules, nos 2 principaux sujets dans ce module. Pression d'autorité, pression de groupe, 2 forces importantes, je le disais, qui peuvent t'éloigner, toi aussi, de tes propres valeurs et des valeurs de ta profession. Puis à la fin de cette exploration de toutes ces petites failles humaines, vous allez avoir atteint les objectifs du module 10. Je vous invite aussi à aller voir le contenu d'enrichissement parce que, pourquoi du contenu d'enrichissement dans un cours? Parce que vous en voulez évidemment toujours plus, hein? Ou après 10 modules, vous vous dites, ben là, le contenu d'enrichissement, ça m'intéresse pas, puis j'ai pas juste ça à faire. Mais je vous invite quand même à aller visionner au moins l'épisode. C'est une super belle série, ça s'appelle Minefield. Ici, l'épisode que je vous ai suggéré, c'est l'épisode de la saison 2, épisode 5. Écoutez, c'est absolument à voir. Là. Allez voir combien c'est difficile de poser un geste moral qui est cohérent avec vos valeurs. Combien c'est difficile de poser ce geste lorsque le groupe ou l'autorité en place vous dit le contraire. Il y en a qui réussissent, malgré l'autorité en place, malgré les pressions groupales, à poser ce geste moral qui correspond avec ce qu'ils sont, avec leurs valeurs. Mais c'est très difficile, très inspirant, presque super héroïque. Là. Allez voir ça, c'est l'épisode saison 2, épisode 5 de Minefield, une très belle série, notamment qui aborde les enjeux psychosociaux. Voilà, c'est ce qui t'attend dans ce module 10. C'est un module super stimulant, convaincu que tu vas aimer. Avant de terminer, rappel important, ton TP2, écoute, ton TP2, c'est à remettre, je le rappelle, là, d'ici dimanche 2 juillet. 2 juillet à 23h59. C'est 2 week-ends. Je comprends que c'est 2 longs week-ends, peut-être, mais si vous travaillez juste le samedi après-midi, c'est 2 petits samedis PM. On y est, là. Si vous aimez travailler à la dernière minute, là, c'est votre moment. C'est votre moment, là. Donc, écrivez des courriels avec des points d'exclamation s'il le faut, là, mais c'est le moment de fouetter les troupes. Puis d'accroître la vitesse de croisière là, de votre groupe. Là. Allez, c'est parti. Go et rego. Autre date importante, l'examen. Mais l'examen, ça s'en vient aussi. Si le TP2, ça s'en vient, l'examen, je vous rappelle, ce sera le 11 juillet. 11 juillet, de 18h30 à 21h. Là, l'examen dure 2 heures. Mais je prévois toujours là, un petit 30 minutes supplémentaires là, au cas où il y a des imprévus, au cas où je suis obligé d'intervenir en classe, au cas où il y a une alarme de feu. C'est déjà arrivé, histoire vécue. Donc pour vous, c'est le 11 juillet de 18h30 à 21h. C'est dans 3 semaines, mais c'est dans 3 samedis. Donc ça va vite et très vite. C'est une session d'été, c'est ça. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là à chaque semaine avec nous.
C'est le fun de discuter avec toi via ce podcast. Je suis tout seul dans mon bureau, mais au moins j'ai l'impression de vous voir un peu en classe. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye bye. L'indice cette semaine, vous en demandez toujours un peu plus de ces indices. Là. Il y a même des épisodes où je ne mets pas d'indices, puis on m'écrit comment ça qu'il n'y a pas d'indices? Ben, parce que j'en mets pas dans tous les épisodes. Mais je dirais que si vous êtes rendu ici, là, si vous avez écouté 10 épisodes et plus, là, si vous êtes rendu à télécharger puis à m'écouter, puis si vous m'écoutez encore après 1 heure à ce 10e module, là, c'est parce que vous y voyez quand même une certaine pertinence à ces podcasts. Alors, je vais tabler sur cette pertinence-là. Ce que je vous propose, c'est de déjouer peut-être les algorithmes des Spotify et Apple Podcasts là, qui pensent que tout ce qui vous intéresse, c'est l'humour et le hockey. Donc, faisons-leur comprendre qu'il n'y a pas juste ça qui vous intéresse, puis que la profession, ça vous intéresse. L'éthique, ça vous intéresse. Puis, donc, allez me mettre un beau 5 étoiles au podcast du cours, puis faites une saisie d'écran de tout ça, puis envoyez-moi ça. Allez écrire aussi un commentaire, un beau commentaire là, sur votre outil de téléchargement et d'écoute de podcast préféré. Arrangez-vous pour me mettre un commentaire. Donc, un 5 étoiles que vous prenez en photo et un commentaire que vous prenez en photo. Puis, vous m'envoyez ça par un courriel, comme d'habitude, sans formule de politesse. Sinon, peut-être, dans l'intitulé, écrivez « indice ». Puis je traiterai ça rapidement. Allez, merci. Bye bye.